Il y a plusieurs personnes, on l'a remarqué tantôt, qui sont venues régulièrement aux conférences et réentendre la question qu'est-ce que le chaînon manquant de l'homme? Bernard a déjà parlé de l'évolution de l'homme depuis le singe et on a eu la réponse à ça. Est-ce que l'état de fusion, l'état d'intuition, ce sont des sujets que Bernard a déjà répondu? Est-ce que vous êtes capable de faire des guérisons comme le Christ? Est-ce que Bon, alors, vous voyez un peu le genre, il y a des questions qui ont déjà été répondues. Il y en a ici qui sont assez nouvelles, pour être intéressantes à entendre. On parle pas assez fort. C'est en haut, le gros bouton d'en haut qu'il faut tourner un peu, il paraît. Bernard, qu'est-ce qu'on fait pour rester en équilibre dans la vie de tous les jours quand la lumière augmente en nous et qu'on perd le goût de... et qu'on... et- Non, il faut le tourner de l'autre bord. Et qu'on perd le goût de faire ou le goût d'agir. Bon, alors je la reprends toute là. Bernard, qu'est-ce qu'on fait pour rester équilibré dans la vie de tous les jours quand la lumière augmente en nous et qu'on perd le goût de faire ou le goût d'agir, là? Bon, quand, quand les forces de la lumière pénètrent, elles agissent sur tous les plans de l'homme, mais elles sont senties sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Et c'est naturel et normal que lorsque des forces de très haute vibration font vibrer ces corps dont se sert l'homme pour travailler, pour faire sa vie de tous les jours, c'est normal qu'il y ait un chambardement dans la vie de l'individu. Et ces forces-là sont toujours ajustées à l'individu. L'individu ne reçoit jamais plus que ce qu'il peut supporter. Et naturellement, il cherche l'équilibre, il cherche à maintenir le statu quo. Mais les forces, elles, doivent créer un déséquilibre temporaire pour redonner à l'ego un autre équilibre lorsqu'elles ont fini leur travail. De sorte que il s'agit que l'ego, que l'homme euh, ne prenne pas sa situation au sérieux, qu'il ne se casse pas la tête, qu'il vive ses changements vibratoires et qu'il continue ses activités. Et s'il arrive qu'il ne peut plus continuer ses activités pour une raison ou une autre, qu'il doit changer ses activités, mais il change ses activités. Mais l'important, c'est que l'individu ne s'inquiète pas au niveau psychologique. Autrement dit, vous parlez toujours de la foi, puis de la foi, puis de la foi. Puis quand les forces pénètrent pour votre transmutation, mais à ce moment-là, vous paniquez, puis vous paniquez, vous paniquez. Fait que votre foi elle sort par la fenêtre. C'est bien beau parler de la foi, mais quand il s'agit réellement d'une confrontation entre l'homme et les forces de la lumière, où justement votre devient un outil, à ce moment-là, vous la perdez, votre foi, elle sort comme un oiseau, puis vous êtes laissé seul. Puis c'est lorsque vous êtes laissé seul que vous êtes enclin à l'inquiétude, puis à différentes formes psychologiques de crainte ou d'embarras personnel. Et bien ça fait partie de votre expérience. Ceux qui doivent vivre l'expérience, il y en a dans tous les pays du monde, ont à passer et à vivre cette expérience. C'est très connu qu'aujourd'hui dans le monde, il y a énormément de ces énergies qui pénètrent la conscience humaine, soit au niveau des forces de la lumière ou au niveau des forces négatives. Ça se fait dans le monde entier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de suicides, puis il y a tellement de problèmes de maladies mentales. Parce que beaucoup d'hommes reçoivent d'énergie négative qui les amène à ces états-là. Par contre, les gens qui reçoivent de l'énergie dite spirituelle devraient considérer que cette pénétration d'énergie-là est pour l'agrandissement de leur conscience, pour la spiritualisation de leur être,
pour le développement de leur intelligence supramentale et pour les amener éventuellement à réellement comprendre la vie et à vivre une vie totalement individualisée, totalement réelle. Alors, il se fait un travail automatiquement parce que l'homme est contaminé, l'ego de l'homme est contaminé, et la destruction des formes, c'est toujours pénible. C'est pour ça que, d'ailleurs, Richard demandait pourquoi est-ce que je fais ça. C'est justement pourquoi je fais ça. Je vous donne des points de référence, de sorte que lorsque vous vivez ces expériences-là, vous avez des points de référence pour vous soutenir jusqu'au moment où vous êtes assez fort pour vous tenir sur vos deux jambes seules. Alors, il s'agit de ne pas paniquer quand vous sentez cette transformation-là qui commence. Puis de ne pas communiquer à d'autres personnes ce que vous sentez, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui vivent cette expérience-là d'une façon parallèle. Il n'y a pas deux êtres de construits pareils. Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut passer à d'autres questions? Ok. Bon. Est-ce qu'une entité a-t-elle le droit de se détruire? Si un homme, Une entité a le droit de se détruire. on ne peut pas le mot entité pour un homme. Un homme, c'est un homme, tu parles de... Non, non, il dit une entité. Un homme. Pas nécessairement, là. Quelque chose qui est en soi. Un homme. C'est tantôt le mot homme, on répond. Si l'entité, ils vont me bloquer. Tantôt le mot homme. Est-ce qu'un homme ou un humain a-t-il le droit de se détruire? Un homme qui se détruit, c'est un homme qui n'a pas de résistance, qui est influencé par des courants d'énergie négatifs, qui influent sur son émotionnel et son mental, et qui l'amène à la destruction. Un homme qui se détruit, c'est un homme qui n'a pas de volonté. C'est un homme qui n'a pas de centricité. C'est un homme faible. La destruction de l'homme, le suicide, par exemple. Le suicide, l'homme ne se suicide jamais, il est amené au suicide. L'homme ne se suicide pas, il est amené au suicide. Si vous faites une analyse des pensées d'un homme qui va se suicider, vous verrez qu'on lui dit dans sa tête, détruis-toi, mets fin à ta vie. Ça, c'est les pensées qui viennent, puis qui viennent, puis qui viennent. Ces pensées-là ne viennent pas de son ego. Il n'y a pas un homme qui est assez stupide pour se suicider. Mais s'il est faible, il va recevoir l'énergie, il va la prendre pour du cash, puis il va prendre ses pilules. Peut-on aider un homme par des pensées positives, quel que soit son karma? L'affaire des pensées positives. Mais avec des pensées positives. Moi, je suis pas capable de penser, fait que je peux pas vous dire pensées positives. Parle-moi encore, reviens sur ça. C'est ça, l'idée de est-ce qu'on peut aider quelqu'un n'importe où sur la planète par des pensées positives et quel que soit le karma de la personne qu'on veut aider? Si vous pensez positivement à une personne pour l'aider, ce que vous faites, c'est que vous créez une énergie qui protège cette personne-là contre certaines probabilités. C'est comme si vous lui donnez une énergie. Et cette énergie-là qui vient de vous protège cette personne-là contre certaines probabilités, contre un affaiblissement de son propre corps astral. C'est comme votre énergie soutient son corps astral. Mais aussitôt que vous allez arrêter de donner des pensées positives, son corps astral va retourner comme il était avant. Mais tant que vous le faites, ça aide une personne. Puis si vous le faites d'une façon extrêmement sincère, vous pouvez réellement aider une personne. De sorte que la pensée positive est une énergie qui sert, mais que vous ne pouvez pas maintenir tout le temps. Sans ça, vous seriez on a 24-hour base of watch. Puis, vous ne pouvez pas faire ça. Les hommes doivent en arriver à pouvoir s'aider eux-mêmes. Parler de la vengeance. La vengeance, c'est une qualité de l'esprit humain qui provient du fait que l'individu est totalement rempli d'insécurité envers lui-même. Le mécanisme de la vengeance, c'est l'insécurité. Et la force de la vengeance, c'est l'orgueil personnel. Alors, le mélange de ces deux essences de l'esprit de l'homme est explosif et chez certains individus, ça peut demeurer dans leur nature pendant des années de temps tant qu'ils n'ont pas tué la vibration. Alors, tant que la vengeance n'est pas accomplie, l'homme subit un autre état d'esprit que vous appelez la rancœur. Et la rancœur, c'est la vibration qui
continue, il continue, il continue, il continue, il continue, et qui fait gruger. Parce que l'ego pense. Alors, l'ego pense à ça, puis il pense à ça, puis il pense à ça. Puis là, ça gruge, ça gruge, ça gruge. Puis là, l'ego accumule une énergie astrale très forte contre telle ou telle personne. Et éventuellement, l'énergie est tellement forte qu'elle doit éclater. Et là, l'homme se venge. Puis à ce moment-là, ben, il se met sous des lois de karma au niveau personnel, puis il peut se mettre sous des lois de police au niveau social. Mais la vengeance est liée à l'orgueil et à l'insécurité personnelle. Quelle différence y a-t-il entre la personnalité et l'individualité? La personnalité, c'est un aspect de l'ego qui lui permet de se manifester créativement dans les matières. L'individualité, c'est une conscientisation de la personnalité qui permet à l'énergie de l'âme de pénétrer dans l'ego et de dominer la personnalité pour que la personnalité serve dans le plan de vie à l'exécution du plan de vie de l'ego et à l'organisation matérielle et énergétique de la vie de l'âme. De façon concrète, quel est l'effet du supramental sur le corps physique? Le supramental, c'est un plan d'énergie qui permet à la vie de l'esprit universel d'engendrer dans la vie de l'homme, sur le plan mental, éthérique, émotionnel et physique, toute l'énergie qu'il a besoin pour sa survie et les conditions de son évolution. Le supramental, c'est un centre cosmique qui permet à l'homme de faire ce qu'il doit faire dans sa vie. Si le supramental permet à l'homme d'exécuter sur le plan matériel des choses qui sont en relation avec des lois de la nature, mais sous la domination de l'esprit, il le permet. Le supramental, c'est un plan d'exécution du pouvoir humain sur la Terre. C'est la rencontre, le point de rencontre entre l'homme et l'esprit. La différence qu'il y a entre le guide spirituel et l'ajusteur de pensée. Les guides spirituels sont des égaux qui sont morts, comme il y en a parmi nous autres qui vont mourir. Ceux qui meurent vont sur d'autres plans. Souvent, ils contactent les hommes. Si ce sont des êtres évolués, ils aident les hommes à évoluer. Ce sont des guides spirituels. Mais les guides spirituels, souvent, ne sont pas compris dans leur imperfection, de sorte que les hommes s'imaginent que parce qu'un ego est mort, qu'il a la connaissance totale. Ça, c'est une grave erreur. Il y a des égos sur les autres plans qui sont des vrais sans-dessin, puis c'est à vous autres de le savoir. Par contre, il y a des guides sur d'autres plans qui sont réellement négatifs et qui influent sur l'homme et qui peuvent retarder l'évolution psychologique de l'homme et sa paix intérieure. Mais si vous êtes en communication avec des guides spirituels, vous devez le sentir. Puis s'ils font votre affaire, c'est parce que c'est bon. S'ils font pas votre affaire, c'est parce qu'ils sont de travers. Vous les mettez à la porte. Mais imaginez-vous pas que les guides spirituels sont la connaissance même. Les guides spirituels sont en évolution comme vous autres. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas limités par la matière, ils n'ont pas de corps matériel, mais ils sont aussi dominés par les lois du temps que vous autres, vous pouvez l'être. Seulement, ils comprennent les lois du temps et vous autres, vous ne les comprenez pas. Fait que les guides spirituels, c'est pas tous des têtes à papineau. Et l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée, c'est une autre chose. Les ajusteurs de pensée font partie de la hiérarchie créative. Ce sont des êtres qui sont en évolution, mais qui sont parfaits. Des gens ils vont dire comment ça fait qu'ils sont en évolution, ils sont parfaits. Je vais dire, ils sont en évolution parce que l'évolution, le mouvement à travers le cosmos est infini. Et la distribution dans le cosmos de toutes les potentialités de la lumière, c'est infini. Il y a toujours une évolution. Mais ils sont parfaits parce qu'ils sont totalement en contemplation avec les forces. Les forces que vous appelez vous autres les forces divines. Ils sont en contemplation avec les sources aléfiques. Ils ne cessent jamais cette contemplation-là. Et comme ils sont en contemplation, ils ont le pouvoir de régler tout dans le cosmos. Ce sont des êtres parfaits et lorsqu'ils entrent en contact avec l'homme, parce que d'ailleurs c'est leur but, ils ont la fonction d'entrer en contact avec l'homme. D'ailleurs, l'énergie de l'homme vient d'eux, l'intelligence de l'homme vient d'eux. Lorsque l'homme réalise que sa pensée est réellement guérie à une pensée qui est supérieure à lui-même, là, leur énergie commence à influer sur l'homme et c'est là que petit à petit l'homme entre dans leur lumière et qu'il commence à comprendre qu'est-ce que c'est une fois pour toutes cette sacrée vie. Les ajusteurs de pensée ont toujours raison, vous ne pouvez pas vous assistiner avec eux autres. Les guides spirituels, vous pouvez vous assistiner avec eux autres, ils peuvent partir, vous pouvez leur parler, pas leur parler. Mais si un ajusteur de pensée entre en vous, c'est final, parce que aussitôt qu'il entre en vous, son but éventuellement, c'est la fusion, soit dans cette vie ou dans une autre.
Et lorsqu'il est fusionné avec vous, à ce moment-là, vous êtes totalement sous la loi cosmique. Vous n'êtes plus sous la loi planétaire. Sri Aurobindo avait atteint le plan du supramental et pourtant, il n'a apporté aucune connaissance vraiment de notre époque en ce sens qu'il travaillait sur les traductions de la Bhagavad Gita relevant des enseignements de Krishna. Pourquoi Krishna? Sri Aurobindo a établi une base philosophique pour la compréhension du supramental. Ça a été sa grande contribution à l'humanité. Sri Aurobindo était un homme supérieur. C'est un homme qui possédait une intuition mentale extraordinaire et qui pouvait rendre en mots des aspects de son intuition collective. Et ses rapports avec les doctrines de l'Orient étaient des rapports totalement philosophiques. Ça, c'est normal puisqu'il vivait là-bas. Mais l'individu, sa conscience philosophique du supramental lui était inspirée intuitivement et elle est totalement en accord avec la compréhension psychologique qu'on peut donner au supramental avant de la vivre directement. Un des grands bonhommes du 20e siècle. Oui, mais pourquoi Krishna? Parce que tous les hommes ont besoin d'un pied à terre dans le soleil. Et Krishna, c'est le soleil pour eux autres. C'était le soleil pour lui. Nous autres, on est le Christ. Un homme qui travaille avec les forces, un homme qui travaille dans l'évolution de la connaissance, doit avoir un pied à terre dans la connaissance. Soit que tu travailles avec les forces lucifériennes, puis tu fais de la magie noire au bout, tu as ton pied à terre. Ou soit que tu travailles avec les forces de la lumière et que tu es en relation avec les activités de la conscience christique, tu as un pied à terre. Alors, tous les hommes, que ce soit les Indes, les bouddhistes, n'importe quoi, ou les chrétiens, ont un pied à terre dans l'universel, et dans son cas, c'est Krishna. Et s'il avait été ici, ça avait été un autre. Si une personne laisse une école ésotérique dans le but d'être contacté, j'imagine, là, par le supramental, et ne l'est pas dans cette vie, d'après vous, a-t-elle bien fait? Si une personne laisse une école ésotérique, il doit laisser l'école ésotérique parce que vibratoirement, il n'a plus besoin d'école ésotérique. Mais tant que la personne a besoin d'école ésotérique, puis qu'il aime l'école ésotérique, puis que l'école ésotérique lui apporte quelque chose philosophiquement, s'il y a une harmonie entre la personne et l'école ésotérique, il doit demeurer dans l'école ésotérique. Si l'homme est approché par le supramental, à ce moment-là, évidemment, le supramental va le sortir de l'école ésotérique. Mais ce n'est pas à l'homme, à l'individu, de laisser l'école ésotérique parce qu'il veut être dans le supramental. C'est du désir. C'est une autre forme d'illusion. Parce que si les forces du supramental pénètrent chez l'homme, il le sent. Et automatiquement, vibratoirement, il ne peut pas être dans une école ésotérique. Il peut aller, il peut avoir des relations plus ou moins régulières, mais il ne sera plus dans l'esprit de la philosophie de l'école ésotérique. Parce que on ne peut pas être à la fois dans une vibration et dans une autre. Le supramental est en dehors de la philosophie, il est en dehors de la psychologie. Le supramental, c'est l'intelligence totale, c'est l'intelligence pure. Ah. Qui éclaire la philosophie, qui éclaire la psychologie, qui jette de la lumière sur les différentes notions que l'homme a de la réalité. Mais un homme qui est avec le supramental, d'abord, plus il entre dans le supramental, moins il peut penser. Automatiquement, en ne pouvant pas penser, l'intérêt qu'il peut avoir dans des livres diminue. Une personne qui est dans l'école ésotérique, qui apprend quelque chose, si vous aimez l'école ésotérique, vous y allez. Quand vous ne pouvez plus y aller parce que vous n'avez plus de vibration, parce que vous avez une autre vibration, mais vous sortez, c'est aussi simple que ça. La lumière nous est donnée par petites cuillères. Alors, trois questions que la personne se pose ici. L'homme est-il un pantin manipulé, une sorte de yo-yo cosmique? Deuxièmement, c'est où est la grandeur de l'homme dans cette optique? Et troisièmement, qu'est-ce qui arrive au sujet du karma? Qu'est-ce qu'on a à en faire? Rien. Parce que tout ça nous serait donné par petite cuillère. Demandons la première question. La lumière nous est donnée par petite cuillère. Est-ce que l'homme est manipulé comme un pantin, une Bon. sorte de yo-yo cosmique? OK. L'homme est un yo-yo cosmique tant qu'il est ignorant. Parce que tant qu'il est ignorant, il n'a pas de volonté suffisante pour autodéterminer l'orientation de sa destinée. Il est incapable d'aimer d'une façon harmonieuse et il n'a pas la capacité de comprendre ce qui se cache derrière les voiles de son esprit. Alors, automatiquement, il a le libre arbitre
qui lui est donné par la constitution même de l'ego, et il vit une vie à l'intérieur de ce libre arbitre qui est déjà une illusion. Lorsqu'il sort de cette illusion, qu'il entre dans le supramental, il n'a plus de libre arbitre parce que l'illusion du libre arbitre est détruite, mais il devient libre. À ce moment-là, il n'est plus pantin. Mais tant que l'homme a un libre arbitre et qu'il est influencé par les planètes et qu'il est dans l'ignorance de la réalité, à ce moment-là, il est pantin. C'est pour ça que les hommes ne peuvent pas être donnés de la connaissance directement sans avoir été préparés à l'ouverture du supramental parce que leur ego les empêcherait de subir l'énergie de cette connaissance-là et ils en souffriraient encore plus parce que justement, ils sont inconscients et l'énergie dans cette inconscience détruirait le petit équilibre qui existe déjà chez eux et dont ils ont besoin à l'intérieur de l'illusion du libre arbitre. Et où est la grandeur de l'homme dans cette optique? Dans l'optique de quoi? Du supramental? Du fait que l'homme est obligé d'attendre que ça y arrive par petite cuillère. La grandeur de l'homme, elle est dans l'évolution. La grandeur de l'homme, elle est dans son rapport étroit avec l'âme. Elle est dans son équilibre intérieur, l'équilibre entre l'âme, l'ego et la personnalité. Elle est là, la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme est dans sa capacité de dialoguer directement avec des intelligences universelles. La grandeur de l'homme est dans sa capacité, à un certain moment de sa vie, d'entrer dans le pouvoir de lui-même, de connaître tous les aspects de lui-même. Elle est là, la grandeur de l'homme. Tant que l'homme n'est pas dans cette conscience interne, il ne vit pas sa grandeur, il subit l'existence matérielle, psychologique et philosophique, et il meurt comme un pauvre gars. Et qu'est-ce qui arrive à la loi du karma? Est-ce La loi que du karma le poursuit jusqu'au moment où il a compris que la conscience est absolument nécessaire pour qu'il en arrive à être libéré de cette loi karmique. Lorsque l'homme est conscientisé, lorsqu'il est dans une fusion quelconque avec les forces de la lumière, il n'y a plus de karma, parce qu'il y a un ajustement total entre lui et ses forces, de sorte que l'unité du fait de son âme, de son ego, de sa personnalité, est toujours proportionnelle au rapport direct avec ses forces. Alors, tout ce qu'il fait est en harmonie, et étant en harmonie, il ne peut pas créer pour lui-même personnellement de karma, de sorte que le karma pour lui n'existe plus. Une drôle de question ici. Pourquoi y a-t-il plus de femmes dans la salle que d'hommes ce soir? Parce que les femmes sont plus intuitives, sont moins péteuses. Mais inquiétez-vous pas, les femmes arrivent à le pareil. Ils passent pour les femmes pour arriver à l'homme. Ils sont smart. Ils sont la psychologie même. Une autre question ici, c'est en rapport avec le mariage et les gens séparés, divorcés, qui vivent à côté. Est-ce qu'un jour, on finira par savoir comment est-ce qu'on doit vivre sur le plan de mariage ou le plan des couples? Pour savoir comment vivre sur tous les plans, il faut être conscient. Plus vous êtes conscient, plus vous vivez dans une harmonie quelconque. Et à ce moment-là, la couleur de votre mariage change. Ça passe du rose au blanc. Les gens vivent des vies. Si vous discutez le mariage, vous les. Comment tu dis ça à côté? Si vous. Si vous discutez du mariage, des relations entre les relations entre les hommes sont toujours proportionnelles à leur niveau de conscience. C'est évident qu'un homme qui est conscient et que sa femme est consciente, et qu'ils sont tous les deux unis dans cette conscience, leur mariage ou leur accotage est toujours parfait. Un accotage parfait et un mariage parfait, ça même pas tant. Le reste, c'est toutes des nuances sociales de la valeur du mariage. Mais il s'agit d'être harmonisé à celui avec lequel vous partagez les moments intimes de votre vie. Puis quand il y a un enfant dans le décor? Ben, vous rentrez bien le paquet. L'idée que le décor de l'enfant ou le paquet de l'enfant, c'est son vrai père et sa vraie mère. L'idée que quoi? L'idée que le décor de l'enfant ou le paquet de l'enfant, ce serait son père et sa mère. Il est pris avec le mari, tu sais, les familles monoparentales puis les familles
stéréoparental, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec Je vais vous dire, un autre bon, père. pour répondre brièvement à cette question-là, deux êtres conscients qui vivent, s'ils ont des enfants, d'ailleurs, deux êtres conscients, s'ils sont conscientisés et amenés dans cette énergie, éventuellement, la force sera tellement grande qu'ils ne pourront plus se séparer pour des raisons purement personnelles, purement égoïques, parce qu'ils sont ajustés. Alors, s'il y a un enfant à ce moment-là, mais l'enfant va participer à leur vie, va grandir, va bénéficier de cette conscience-là. Si par contre, deux êtres qui tentent, qui commencent dans cette conscience-là et qui ont accès à un enfant parce qu'ils sont à côté, autrement dit qu'un amène dans la vie de l'autre un enfant, mais s'ils s'harmonisent, ces deux êtres-là, l'enfant va bénéficier de leur harmonie. Ce qu'un enfant a besoin dans la vie, c'est l'amour. Il a besoin de la compréhension, l'équilibre. Ah. Que vous soyez marié, pas marié, un enfant, il ne savez pas se 15 pieds pour sa tête. Ce qu'un enfant a besoin, c'est de la sécurité, l'amour, tout ce qu'on doit donner à un enfant. Si plus vous êtes conscient, plus vous êtes capable de le faire automatiquement. Alors l'enfant en bénéficie. Il n'y a pas de problème. Là. L'homme ayant atteint consciemment le développement de ses sept sens sera-t-il un homme fusionné? Bon, je vais répondre à cette question-là d'une façon détournée. Quand vous êtes fusionné, vous êtes fusionné. Et quand vous êtes fusionné, ils ne me feront pas parler plus que ça. Ils vont répéter encore même. Quand tu es fusionné, tu es fusionné. Tous les sens marchent, toute la machine marche. Ça marche quand c'est le temps. C'est-à-dire que la Elle fusion marche est en pas. relation avec les Elle sens. marche pas sur la place publique non plus. Les sens se développeraient quand l'homme est fusionné. Les sens, ça se développe tout le temps. Souvent, quand tu es fusionné, pas vraiment de questions. Une autre question. D'autres questions. Pourquoi la Bible parle d'un antéchrist? Qu'est-ce que c'est? Si la personne qui m'a demandé cette question-là, vous viendrez me demander en privé, je vous répondrai. Bon. Pour la question de l'antéchrist? Non, l'autre. Ah bon, d'accord. La fusion. C'est trop proche de chez nous. Alors, pourquoi la Bible parle d'un antéchrist? Qu'est-ce que c'est? L'antéchrist? OK. L'antéchrist, c'est des affaires que vous devez vivre, ça, vous autres. Ils vont pas vous répondre publiquement sur l'antéchrist. L'antéchrist, ça fait partie des grands mystères de l'humanité. Ça fait partie de votre expérience dans l'avenir. Ils sont pas intéressés à vous dévoiler. D'ailleurs, il n'y a personne qui va vous dévoiler l'antéchrist. Excepté peut-être dans des conditions très particulières, très occultes. Là. Mais il n'y a personne qui va vous dévoiler l'antéchrist. À moins que ça vous soit dévoilé symboliquement. Mais qu'est-ce que c'est l'antéchrist? Ça, c'est un des grands secrets qui plane au-dessus de la tête de l'homme. Les autres disent que ce qui est important, c'est pour vous autres de vous ferrer, de sorte que quand ça viendra, cette affaire-là, vous serez ferré. Comprenez-vous ce que je veux dire? Hein? Ils ne sont pas intéressés à vous parler de l'antéchrist. C'est pour ça qu'ils détournent tout le temps ces questions intéressantes-là. Parce que j'aimerais ça vous le dire, qu'est-ce que c'est l'antéchrist. Mais il dit que le point n'est pas là. Ça, c'est votre curiosité. Le point est, organisez-vous pour être centré, puis pas être influençable, que lui, quand il viendra sur son cheval, à ce moment-là, vous ne serez pas, vous autres, influencés par ça. Il dit ça, c'est plus important de savoir qu'est-ce que c'est l'antéchrist. C'est pour ça, ça fait comment de temps, comment ça fait de fois qu'on me demande cette question-là? Le plus on s'en va, le plus ça va être des questions qu'on a déjà posées. Si vous Parce avez que d'autres... Oui. moi, ce que je vous transmets sur le plan psychologique doit servir. Si je vous parle de l'antéchrist, il n'y a rien qui sert là-dedans. C'est simplement du bourrage de crâne. Mais si je vous dis, organisez-vous pour être centrique, pas être influencé, devenir conscient,
De sorte que quand ça se passera, vous pourrez passer à travers, vous ne serez pas influencé. Ça, il dit, c'est important. Le reste, c'est de la question, c'est de la curiosité ésotérique. Je le comprends, j'aimerais ça le répondre, mais ils veulent pas que je le réponde. Si vous voulez, je vous dis. Quand justement Bernard dit toujours, Ils sont bien consistants dans leur affaire. C'est des vraies têtes de cochon. ils veulent pas tout ça. Quelle relation à faire entre les extraterrestres et les intelligences supérieures? Ils veulent pas, là, c'est qui ça? Les extraterrestres, c'est des anges. Les intelligences spirituelles, c'est pas des anges. Les extraterrestres, du monde comme nous autres. Ils sont pas aussi cute que nous autres. Il y en a qui sont. Faut pas mélanger les deux. Faut pas mélanger la hiérarchie avec des extraterrestres. Mais il y a des extraterrestres très évolués qui travaillent avec eux autres, comme il y en a qui sont retardataires, qui travaillent contre eux autres. Vraiment. C'est un outil de vie. C'est mieux d'avoir que pas d'avoir. Il y a des conditions dans des initiations, dans des changements vibratoires avec les forces. Ils peuvent faire passer une phase, vous ne pourrez pas travailler ou ils vont faire diminuer l'intérêt à l'argent pour vous déconditionner. Ça, c'est temporaire. Mais après ça, quand tout est rétabli, le travail est fait, là, vous retrouvez l'équilibre psychologique que vous devez avoir envers l'argent. Vous n'êtes plus attaché à l'argent, mais c'est là comme un outil. C'est les forces de domination ou les forces de service qui utilisent l'argent? Les forces de domination se servent de l'argent pour empêcher l'homme de recevoir une certaine quantité d'énergie spirituelle. C'est pour ça que le Christ, quand il disait c'est plus dur un riche d'entrer pas dans un chameau, mais Paradis. c'est ça. C'est vrai. Parce que l'ego, il a toute sa sécurité. Quand tu as de la sécurité, tu as de la sécurité. Fait que ce qui arrive, c'est que pour entrer en contact avec les forces spirituelles, il y a une certaine sorte d'initiation. Il y a un changement quelque part qui se fait. Automatiquement, si tu as trop d'argent, tu as trop de sécurité, ils ne peuvent pas. Parce que l'ego va te bloquer. C'est ça qu'il l'a dit. Est-ce que l'état de fusion est le même que l'état d'intuition? Quand tu es fusionné, tu n'as pas d'intuition. L'intuition, c'est une perception interne, soit au niveau du plexus solaire, mais dont la vibration n'est pas encore assez forte pour devenir une communication télépathique. Mais la fusion, c'est la communication télépathique. Mais l'intuition, ceux qui ont de l'intuition, c'est déjà une partie de votre union, de votre alliance avec les forces. Savez-vous-en, votre intuition. Et la fusion, c'est de la communication, comme au téléphone. À ce point-ci, je viens d'avoir une intuition. C'est que la plupart des questions qui restent sont toutes des questions de cuisine qu'on a déjà vues dans le passé. Pourquoi Bernard fait pas de miracle, etc. Mais j'ai une question personnelle à poser à Bernard, c'est qu'à la dernière émission de télévision qu'on a faite, on a eu une personne qui a fait une révélation à beaucoup de monde d'un seul bloc, en relation avec des cassettes qui ont été distribuées qu'à des gens qui avaient été au symposium les fins de semaine, en nous disant qu'à l'intérieur d'une de ces cassettes-là, Bernard dit à des gens qui feraient le voyage astral, qui auraient des problèmes à revenir dans leur corps, de répéter le nom Bernard, Bernard, Bernard 3 fois. Et ça a mis le feu à la poudre parce que coup sur coup, après ça, les appels téléphoniques, puisque c'était pendant la ligne ouverte, les gens appelaient en disant sacrilège. C'était quelque chose qui était réservé qu'aux initiés des symposiums de fin de semaine. Il n'aurait déjà pas fallu que ça soit su en public. Mais la personne qui avait apporté cette information-là, Bernard, a dit ça rappelle beaucoup de choses, Allan Kardec, spiritisme. C'est quoi la force qui est derrière le mot Bernard? Bon. D'abord, les cassettes ont été faites à plusieurs exemplaires. Et cet état citation, si vous voulez, n'est pas dans les cassettes. Faut que je me rappelle, en tout cas, j'ai pas beaucoup de mémoire. Mais... C'est dans les cassettes? Comment est-ce que j'ai dit ça? Non, mais c'est comme ça que ça a été présenté à la télévision, c'est pour ça, là.
Dans l'astral. Comment est-ce qu'il dit ça, lui? Oui, non? Lui, la personne À la TV, à radio. en disant que si on est égaré ou perdu ou qu'on a de la misère à revenir dans le mental, de crier Bernard, mais 3 fois. Puis la question de crier 3 fois, ça relate justement à des expériences qui sont tentées avec Alan Kardec dans certains de ses livres avec Esprit et Médium. Et puis, il y a aussi des relations qui ont été faites avec un peu l'anglais, là, le grand médium anglais, Aleister Crowley, en relation avec des cues comme ça. C'est des cues spirit qui sont donnés hein, quand on fait des relations avec le monde des esprits. Il y a des noms à donner comme que ce soit Adonai, puis d'autres, qui sont des cues bien précis pour entraîner certaines réactions, certaines attitudes du monde des esprits. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui ont fait l'expérience de ça dans ça? Tu connais quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Oui. Ça s'est retassé. Avez-vous compris ce qu'elle a dit, la dame? Non? Bon, je vous le répète, c'est qu'elle dit que sa mère l'a vécu en rêve, puis qu'elle a vécu cette expérience-là de Bernard, là, de crier Bernard, puis qu'elle est retombée automatiquement réveillée. C'est ça. Non, je me rappelle pas. Il faut là, je l'écoute, là. Mhm. Là, je pourrais peut-être soulever une parenthèse C'est vrai avec ça, que là. C'est que Bernard, une fois à la maison, on a dit à Bernard, les cassettes des symposiums, c'est bien beau en faire pour les gens qui sont allés au symposium, mais pourquoi pas mettre ces mêmes cassettes-là disponibles à tout le monde? Parce que ceux qui peuvent pas comprendre, ils passent à côté. Puis ceux, quand c'est prêt, le phénomène de readiness en anglais, là, en psychologie, quand tu es prêt, tu es mature pour une chose, tu la digères, tu l'avales, puis ça te fait pas de tort. Bernard nous a dit, c'est que c'est pas le temps. Et si jamais, moi j'ai lancé le défi suivant, j'ai dit, si jamais moi je mettais la main sur une de ces cassettes-là par un biais extérieur, ben il dit à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est le temps. En voulant dire, à partir du moment où les cassettes vont être révélées, soit par des gens qui laissent filtrer l'information, ou par des gens qui n'ont pas respecté là, le pacte que vous avez pris avec lui, parce que figurez-vous que moi-même, je les ai pas, les cassettes. Parce que j'ai jamais été au symposium de Bernard, puis il m'a dit, t'es pas venu au symposium, t'es à rapport. C'est bien correct, pas de problème. Mais là, ben, je lui ai dit, bien amicalement, si jamais je finissais par mettre la main sur une cassette, qu'est-ce il y a qui une se ferait? il y a une chose qui est très intéressante. C'est que les gens comprennent pas qu'est-ce que c'est le but des cassettes. Euh, les cassettes, dans les cassettes, au fur et à mesure que je vais avancer, ce que je viens de commencer, tu peux avoir une cassette dans laquelle, parce que les cassettes, je les parle de tout le monde, dans les cérémonies. Alors, il peut y avoir, dans chaque cassette, il y a quelque chose pour tout le monde. Le but des cassettes, c'est ça. Le but des cassettes, c'est pas de donner de l'information ésotérique. C'est de parler à un niveau vibratoire qui est tellement ajusté que chaque personne peut aller chercher ce qu'elle a de besoin. C'est évident que les gens qui vont voir la salle, qui ne s'intéressent pas à ces choses-là, vont peut-être écouter la cassette, l'écouter et trouver ça le fun. Mais ça ne les intéresse pas, ces expériences-là. Par contre, il y a des gens qui vont aller dans l'astral qui peuvent avoir des difficultés. Quand même qu'il y en aura un, sur tous les gens que je connais. S'il y a une personne, sur tous les gens que je connais, qui peut aller dans l'astral qui a des difficultés, alors je donne un mécanisme pour revenir dans son corps physique. C'est ça le but des cassettes. Le but des cassettes n'est pas de donner de la connaissance secrète. C'est de donner à ceux qui sont venus dans les séminaires des points de référence qu'eux peuvent retrouver peut-être dans une phrase courte comme ça au cours d'une cassette. C'est ça le but des cassettes. Mais c'est évident que si les gens commencent à
euh, établir publiquement la raison pour les cassettes, ça va sortir proche, parce que la raison pour les cassettes, c'est seulement moi qui la connais. Je l'explique aux gens que je connais, et eux peuvent le comprendre. Il y a des gens qui il y a des cassettes qui ont trouvé intéressantes, puis il y a d'autres cassettes qui n'ont pas trouvé intéressantes. Ça ne leur fait rien, les autres cassettes. Mais il y a toujours, y en a-tu dans la salle? Y en a-tu un dans la salle qui a rien trouvé dans aucune des cassettes? Alors, il y a quelque chose, puis y en a-tu dans la salle un qui n'a pas été intéressé à toutes les cassettes? Oui, c'est ça le point. Ah. Mais là, ce qui est important, c'est que chaque personne trouve quelque chose pour lui-même dans les cassettes. C'est ça le but des cassettes. Y en aurait-tu un dans la salle, à mon tour, qui trouverait pas que ces cassettes-là pourraient être quand même disponibles à d'autres, même qui ne sont pas allés au symposium? Y en a-tu un dans la salle qui dirait, oui, c'est pas absolument nécessaire de aller au symposium pour suivre la OK, cassette? je vais demander, on va demander à la salle. Oh, mais là, j'ai pas eu la réponse, là. Est-ce Non. qu'il y en a un? Mais je vais expliquer quelque chose pour complémenter. Quand je fais des cassettes, je sais jamais ce que je vais dire. Donc, autrement dit, je peux faire une série de 4 cassettes. C'est du matériel qui peut aller public. Mais peut-être la 12e cassette, ou la 9e cassette, ou la 6e cassette, ou la 50e cassette, elle ne pourra pas aller au public. C'est pour ça que les cassettes, je veux que les cassettes restent chez les gens le plus possible qui sont venus au séminaire. Si il se développe avec le temps qu'il y a des cassettes qui sont doucereuses, qui sont palatables, ça marche. Et les cassettes qui sont, parce que je peux aller très loin dans les cassettes. Alors, les cassettes qui sont réellement, dont le but est de dévoiler les mystères, par exemple, qui requièrent automatiquement la destruction des pores, si les gens vont mettre ça dans les mains de n'importe qui, ils vont pas les aider. S'ils choisissent des cassettes qui sont doucereuses, parce que j'ai des cassettes que je vais parler sur la jalousie, je vais expliquer les mécanismes de la jalousie, d'autres cassettes, je vais parler de l'ennui. Ça, c'est bon pour tout le monde, même à l'âge d'or. Mais il y a des cassettes, tu ne vas pas donner ça à des gens de l'âge d'or. Alors, il y a des cassettes qui doivent être données, puis probablement ce qui arrivera quand je ferai ces cassettes-là, je les donnerai particulièrement à certains individus dans ces gens-là, qui peuvent les prendre sans débouler. Parce que le but des cassettes, c'est toujours d'engendrer chez l'individu un plus haut niveau d'énergie, en détruisant les formes qui empêchent cette énergie-là de passer. Alors, auriez-vous des questions maintenant posées à Bernard direct? Oui, madame là-bas? Avez-vous entendu les cassettes du symposium? Alors, apportez-moi simplement une de ces cassettes. Puis Bernard m'a dit que lorsque Glenn aura une de ces cassettes de symposium, c'est que le temps sera venu. D'ailleurs, concernant les cassettes, je suis très conscient du public. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec Marc Clapel. Et j'ai dit à Marc que j'étais pour faire des cassettes pour le public. Beaucoup de cassettes. Je pense que j'ai dit 700 masters de cassettes. Sur tous les aspects de la vie humaine. Pour développer en profondeur telle chose. Alors, je peux faire une cassette, parler pendant 90 minutes sur le mécanisme de l'ennui. Qu'est-ce que c'est l'ennui? Alors, effectivement, les gens s'ennuient pas tous. Ça fait terrible. Mais il y a des gens, alors, il y aura des listes. Alors, sur les listes, bon, il y en a qui s'intéresseront à l'ennui, il y en a d'autres, ça sera sur le mariage, il y en a d'autres, ça sera sur les extraterrestres, il y en a d'autres, ça sera sur le président Mobutu. Il y en aura pour tout le monde. Puis les gens pourront choisir, de sorte que le public aura aussi accès à de l'information intéressante concernant les mécanismes psychologiques de l'ego. Mais à l'intérieur des séminaires, parce que les séminaires, les gens qui viennent dans les séminaires, je fais avec eux un travail qui
les amène petit à petit à une sensibilisation de leur propre vibration. Alors, c'est évident que dans un séminaire, même, c'est un peu comme ici, dans un séminaire, il y a des gens qui sont des gens très simples, qui sont venus parce que ça les intéresse. Il y a des gens qui sont très avancés, pour qui les choses très simples, ça les intéresse pas. Alors, je suis obligé de faire du matériel pour ces gens-là aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné une cassette à M. Croteau ce soir. Il y a une cassette qui est personnelle pour lui. J'ai d'autres personnes dans la salle, dans ces séminaristes-là, auxquels je vais donner des cassettes personnelles. Mais je suis sûr que les gens qui recevront des cassettes personnelles les garderont pour eux parce que ce sont des cassettes personnelles. Tu n'étales pas ta situation interne à l'extérieur. Alors, il y a tout un étalage, il y a toute une nuance entre les cassettes. Alors, dans les séminaires, il y a des cassettes qui peuvent même présentement aller au public. Mais éventuellement, il y aura des cassettes dans les séminaires qui ne seront pas du matériel pour le public. Puis si vous donnez ça à des gens sans discrimination, vous n'allez pas les aider. C'est dans ce sens-là que j'aimerais bien ça les faire passer, les cassettes. Si je pouvais faire passer les cassettes au public, ça me ferait moins de travail. Mais le public n'est pas encore disponible psychologiquement à recevoir autant d'informations que je peux en donner. Quand les gens sont disponibles, les gens qui viennent des séminaires se mettent disponibles à recevoir autant que je peux leur en donner. À ce moment-là, ben, je leur en donne. Quand les gens qui sont dans le public seront disponibles autant qu'ils le pourront à ce que je peux leur donner, ça passera de même. Je suis obligé de faire une catégorisation. Sans ça, ça serait la débandade. Il faut aider les gens à comprendre. Il y a des gens il y a des gens à Québec qui n'ont pas énormément d'éducation, les ésotéristes, ils ne connaissent pas ça. Tu leur parles des autres plantes, pour eux autres, c'est toute une patente. Ces gens-là sont intéressés à l'aspect psychologique. Alors, tu ne peux pas arriver à ces gens-là puis tout leur chambarder l'esprit. Ça prend de l'art. Il y a un temps pour chaque chose. Mais comme je passe du visible à l'invisible, de la psychologie humaine à la psychologie supramentale, une fois que ces gens-là commencent à rentrer dans la psychologie supramentale, là, ils commencent à voir un petit peu plus facilement la psychologie humaine. Alors, j'établis les structures, des cassettes à l'intérieur de ces séminaristes-là, pour les aider, parce que déjà, ils ont été préparés, ces gens-là, à pouvoir prendre tout ce que je peux dire. Parce que je prends entière liberté de parler quand je donne un séminaire. Si je suis à la télévision, je n'ai pas l'entière liberté de parler. Mais dans un séminaire, je prends l'entière liberté de parler. Et je rencontre les gens d'une façon totalement personnelle, de sorte que les gens peuvent absorber ça plus facilement. Il ne faut pas détruire l'esprit de l'homme. Il faut l'aider à grandir et à croître. Alors, juste quelques questions avant qu'on quitte, là. Oui, monsieur? Alors, monsieur demande un commentaire sur le fait que le plan astral ne l'a jamais intéressé plus qu'il faut. Quand il a entendu la cassette de Bernard sur le plan astral, il a compris qu'il avait bien fait de ne pas s'intéresser à ça plus qu'il faut. Il demande les commentaires de Bernard. Bon. Alors, c'est justement la façon propice à ta propre évolution de réagir. Les gens font une erreur fondamentale. Là, il y en a, c'est dans le plan astral, puis il y en a, c'est d'autres plans. Tu comprends? Le gars qui sort de l'école, il dit comment se fait, lui, il va dans le plan astral, puis moi, je serais chez nous dans mon char. Tu sais, il se passe rien dans ma vie, c'est plat. C'est là votre erreur. Arrêtez de vous comparer. Fait que si vous sentez que ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, puis c'est final. Mais les gens sont des moutons. D'abord, ça revient tout à votre insécurité, ça. Parce que là où tu vas dans l'astral, tu veux y aller. Ça, c'est toute votre insécurité. Puis vous perdez bien du temps pour rien, parce que je vais vous dire une chose. Dans l'évolution du supramental, aussitôt que vous commencez à être de plus en plus supramental, vous perdez votre faculté d'aller en astral. C'est une loi d'évolution. Vous perdez quelque chose pour gagner d'autres choses.
Fait que l'évolution, l'expérience dans le plan astral, ça fait partie de votre expérience, c'est parfait. Tout est bon. Mais si vous n'allez pas dans l'astral, puis que l'autre, votre voisin ou votre voisine va dans l'astral, mais commencez pas à vous faire du sang, du mauvais sang. Apprenez à vous prendre comme vous êtes. Les gens veulent tous se copier. L'autre, il va là, le mouillant. C'est une mauvaise habitude. Moi, je ne vais pas dans l'astral. Je ne suis pas intéressé à aller dans l'astral. Qu'est-ce que c'est faire dans l'astral? Il n'y a rien là pour moi, dans l'astral. Mais si j'avais eu à aller dans l'astral, heureusement, j'ai été protégé de ça, je serais allé. Chacun sa bébelle. Lâchez la bébelle des autres. Ceux qui vont dans la salle, ça fait partie de votre évolution. Ceux qui n'y vont pas, ça fait partie de votre évolution. Ta réaction, très bonne. Avez-vous d'autres questions? Il y en a-tu qui ont commencé à aller dans l'astral, qui allaient dans l'astral, puis depuis qu'ils me connaissent, ils vont moins, ou ils ont perdu la faculté d'y aller? Vous avez une question? Non, vous répondiez à Bernard, là. Parce que l'astral est très contaminé, Bernard va jamais là. L'astral est totalement contaminé. Je veux rien savoir, l'astral. C'est pollué au bout. C'est pollué, l'astral. C'est terrible. C'est une vraie poubelle. Puis les gens vont là-dedans, puis ils se polluent. Puis c'est rendu fort. L'astral est totalement contrôlé par les forces négatives. Il faut monter bien haut, puis bien haut, puis bien haut, puis prendre l'air. Quand tu redescends, tu te repollues encore. C'est pas un cadeau. Fait que si ça vous intéresse pas, ces affaires-là, prenez-vous donc, je vous le dis, je vous donne un conseil, prenez-vous donc comme vous êtes, puis arrêtez donc de singer l'autre. Comment est que l'autre vous arriverez à toutes les grandes théories du monde? Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Fait qu'au moins, vous allez commencer votre centricité ici. Au lieu de commencer votre centricité, parce que lui, comment il sera dans la salle, il va être obligé de descendre votre part anyway. Fait que vous perdez moins d'énergie. Arrêtez de vous comparer. La conscience, pas dans l'astral, c'est dans le supramental. C'est un autre plan. Madame. La conscience pure, c'est la conscience universelle. Alors, je pense le lundi soir, il y a notre émission. Il y a aussi Bernard qui donne des recettes au Radio-Canada. Vous savez comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Bernard Simon? Non, non, Bernard. Qui ça? Pas moi. Ben oui, la cuisine d'Henri Bernard. Ben, ce soir, on a eu notre Bernard qui nous a donné une recette, hein? On ne l'oubliera pas. Alors, au mois prochain, c'est le 7 novembre, le mois prochain. Et ah oui, la dernière partie qu'on vient de faire aussi est enregistrée, alors si vous voulez, on voulait en arrière.